Matouandou, bonjour. Bonjour. Coordonnatrice de ALDEPA, Action locale pour un développement participatif et autogéré, par ailleurs présidente de la plateforme des organisations de la société civile du bassin du lac Tchad, Paul Cameroun en tout cas. Première question, alors que vous venez de célébrer à votre façon la société civile, quelle est l'urgence humanitaire dans notre région? La situation d'urgence de manière globale dans la région de l'extrême nord, c'est déjà cette crise sécuritaire qui dure 10 ans aujourd'hui, qu'on connaît beaucoup plus sous le nom de crise Boko Haram. On a la crise climatique avec toutes ses conséquences, ses manifestations, et dont la plus grave a été cette année les inondations qui ont non seulement causé des pertes en vies humaines, mais aussi des déplacements de personnes, de pertes de biens, d'habitation, du bétail et autres, mais aussi la crise alimentaire qui n'est pas à négliger dans la région de l'extrême nord, puisque si on est dans la situation de sécheresse ou des inondations, le résultat est le même, on retombe sur l'insécurité alimentaire. Sans aussi oublier de mentionner, si on prend les 10 dernières années, il est important de mentionner aussi le conflit intercommunautaire qu'il y a eu en 2021-2022, qui a aussi créé une situation d'urgence à cause de pertes en vies humaines, mais aussi à cause de déplacements de personnes que ce conflit a eu à causer. Voilà un peu ce que je peux dire. Aujourd'hui, on parle de plus de 100 000, environ 200 000 même de personnes réfugiées dans la région de l'extrême nord et plus de 600 000 de personnes en déplacement. Et si on ajoute la situation des inondations, on dirait qu'on est à environ 1 million de personnes qui sont en situation de déplacement aujourd'hui dans la région de l'extrême nord. Dans ce cadre, quel rôle revient aux organisations de la société civile? C'est d'apporter leur contribution à la fourniture des services aux personnes à besoin affectées par les différents types de crises dans la région de l'extrême nord, aux côtés des acteurs étatiques, mais aussi des acteurs internationaux qui se mobilisent. Le rôle de la société aussi, civile aussi, c'est de créer l'alerte autour des situations d'urgence qui nécessitent une intervention, et donc elle joue aussi pleinement ce rôle, malgré leurs moyens très limités. Voici les services de différentes manières, ça coupe à partir des abris, de ressources de survie, des vivres, de la fourniture des biens non-vivres, l'organisation même pour que les gens puissent vivre quand même dans la sérénité, dans une situation harmonieuse entre déplacés, la communauté hôte ou réfugiés, communauté hôte, en faisant des sensibilisations, en apportant de soutien pour l'hygiène, le wash de manière générale, en travaillant aussi sur des aspects importants mais non visibles comme les VBG ou la prise en charge des traumatismes. Alors, on reviendra sur les concepts de localisation et nexus, mais si vous voulez, on a, comme vous l'avez vous-même dit, enregistré plus de 150 organisations de la société civile pendant les 2 journées des OSC. Alors, 150 OSC pour une région comme celle de l'extrême nord, ça fait pas beaucoup, ça? Ça fait pas beaucoup. Je vais vous surprendre. Ce qui fait beaucoup, c'est peut-être le nombre, mais il faut aussi que vous regardez les besoins des populations. La région de l'extrême nord a plus de 4 millions d'habitants. Et si on s'accorde à dire que les types de crises que j'ai brossées tantôt affectent toute la région de l'extrême nord, 150 organisations pour couvrir, c'est même très peu. Et je voudrais dire que ce n'est pas toutes les OSC qui ont pu s'inscrire pour participer aux journées
de la société civile de l'extrême nord qui ont été organisées. Et je pense qu'il y en a plus sur la base de la plateforme DIMS qui avait été établie en 2022. Je pense qu'il y a plus de 300 OSC enregistrés qui agissent dans la région de l'extrême nord. Et ça, je parle des OSC nationales et locales. Donc, il y a en plus la communauté internationale qui est aussi là avec les ONG internationales, mais aussi les agences du système des Nations Unies. Donc maintenant, je ne pense pas qu'on arrive même à couvrir 30 à 40% des besoins des populations qui sont affectées à travers la région de l'extrême nord. Donc pour moi, le nombre, c'est pas le problème. Mais les outils pour faire efficacement, et quand je parle des outils, je parle des approches, je parle des méthodologies, je parle des compétences, je parle aussi des ressources nécessaires comme les finances pour pouvoir agir efficacement. Nous sommes nombreuses, oui, on a besoin des acteurs, comme on dirait religieusement. La moisson est abondante, c'est des ouvriers qui manquent plutôt. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, vous le diriez, une sorte de business autour de l'humanitaire? Bon, parler de business, c'est trop dire. Peut-être des opportunités qu'on cherche, je dirais mieux. Moi, je m'inscris en faux des personnes qui pensent que la création des OSC est liée au business. C'est mon rôle de défendre aussi la société civile. Alors, pour moi, je serais d'accord avec vous si vous me dites qu'il y a des OSC qui existent. Je ne dirais pas par opportunisme, mais parce qu'elles ont appris qu'il y a des opportunités à saisir qui peuvent leur permettre d'apporter aussi une petite contribution. Je suis un peu inquiète que les gens disent qu'il y en a trop. Celles qu'on recense, celles qu'on voit, c'est celles qui bougent. Et donc celles qui ne bougent pas, ça ne veut pas dire qu'elles n'apportent pas quelque chose. Quand vous prenez par exemple une association de femmes dans un quartier qui fait par exemple ce qu'on appelle ici généralement le ADAC, la petite tontine du quartier, c'est une contribution énorme au développement des personnes qui sont membres de cette association, mais aussi de la communauté. Pourquoi? Parce que ce qui est épargné et réparti entre ces dames-là contribue aux besoins des familles. Et là, ça permet que les familles ne se retournent pas à chaque fois vers l'État pour dire « nous avons faim, nous n'avons pas ceci », ainsi de suite. Permet aux familles de payer la scolarité des enfants, permet aux familles de contribuer lorsqu'il y a des baptêmes, lorsqu'il y a des deuils, lorsqu'il y a des funérailles et autres. Et pour moi, il faut considérer ces associations-là et reconnaître la valeur ajoutée qu'elles apportent au développement. Donc, il ne s'agit pas de dire elles sont très nombreuses, mais de dire qu'est-ce qu'elles apportent. Il y a tout ce que je dis, c'est ce que la société civile apporte. Hein. Oui, aujourd'hui, vous savez que les agences du système des Nations Unies, dans leur mandat, n'ont pas le droit, n'agissent pas directement sur le terrain. Et pour que leur programme puisse être mis en œuvre sur le terrain, c'est à travers la société civile nationale. Ça, c'est une contribution. Quels sont, par exemple, vos rapports avec les agences des Nations Unies? Oui, je dois dire que dans le cadre des actions humanitaires, il y a une grande plateforme régionale qui regroupe tous les acteurs humanitaires. Hein. C'est l'intersecteur. C'est la coordination humanitaire. La coordination humanitaire est placée sous la responsabilité de la plus grande autorité administrative et de OCHA, j'en ai déjà parlé. Et là, les réunions sont régulières, les gens partagent l'information, les gens reçoivent les informations et c'est ça qui fait aussi que nous soyons une seule communauté humanitaire. Ce que nous apportons aussi, c'est ce que nous arrivons en tant qu'organisation de la société civile à mobiliser directement comme ressources pour pouvoir apporter un appui direct
aux communautés. Ce que nous apportons, c'est la formation, la possibilité pour les organisations de la société civile de former les populations sur des domaines différents, d'apporter une contribution pour que les enfants puissent aller à l'école, que des jeunes puissent se former, des jeunes puissent être réinsérés, que au sein des communautés voisines ou des communautés qui accueillent les déplacés ou les réfugiés, qu'il y ait des mécanismes qui soient mis en place pour permettre que la collaboration soit sereine entre ces personnes qui sont arrivées et ces personnes qui les accueillent. C'est un travail énorme. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple les points d'eau dans les communautés qui accueillent les déplacés internes, s'il n'y a pas eu un travail de fond fait par la société civile, on trouverait par exemple des conflits qui se créeraient un peu partout. Donc il ne faut pas négliger le peu qu'une organisation de la société civile peut faire. Et moi, je voudrais vraiment que le langage change en termes de traiter les organisations de la société civile comme des opportunistes. Et même si elles sont des opportunistes, la vie ne fait que d'opportunités, hein, et ne survivront que ceux-là et celles-là qui seront capables de saisir les opportunités qui s'offrent. Alors, il ne faut pas reprocher aux gens d'être capables de s'organiser pour saisir les opportunités dans leur environnement. Aujourd'hui, nous parlons des inondations. Si on n'avait pas mené des réflexions en tant que société civile, beaucoup ne comprendront pas que les inondations ont créé des dégâts, c'est vrai, mais c'est aussi une autre source potentielle d'opportunités à saisir par les populations. Donner cette information à la communauté désormais lui permet de profiter de cette opportunité, mais aussi dire que pour les inondations, il y a des mesures anticipatoires que les populations elles-mêmes peuvent prendre. C'est quelque chose d'important. Donc pour moi, il faut un peu peser les mots lorsqu'on parle de la société civile et qu'elle soit quand même traitée avec un minimum de respect. Qui vous finance? Les OSC sont financées de différentes manières. Elles se financent elles-mêmes, ça c'est le premier niveau. Vous ne pouvez pas fonctionner en tant qu'OSC si vous n'apportez pas de vous-même. On peut dire, mais les OSC n'ont pas l'argent. Le fait, par exemple, que moi, je me déplace pour aller à une réunion sans émarger ça dans le budget d'un partenaire, c'est une contribution que j'apporte. Donc, les OSC se financent. Ça, c'est le premier niveau de financement qu'il faut valoriser. Deuxième niveau, les ONG sont financées par leurs partenaires. Chacun à son niveau, mais ce sont des partenariats qui sont aussi développés à travers des projets, soit elles sont sollicitées à travers un appel à projet, soit elles sont sollicitées par rapport à un appel pour la mise en œuvre d'une activité précise, soit elles ont vu un appel, elles postulent, et c'est de différentes manières que les OSC sont financés par les partenaires. Mais il y a aussi des OSC qui ont des partenariats de long terme avec des anciens, des partenaires qu'elles ont depuis. Et donc, elles s'inscrivent dans une logique de vision, d'accompagnement à la réalisation d'une vision donnée pour l'OSC. Et donc, le partenaire peut être seul à soutenir la réalisation de cette vision ou alors mobiliser d'autres partenaires à soutenir son partenaire OSC à la réalisation de sa vision. Donc, somme toute, les financements sont variés pour les organisations de la société civile. Alors, c'est vrai qu'en préparant cette émission, on s'est aussi rendu compte justement que les appuis financiers venant de vos partenaires s'amenuisent progressivement, non? Les organisations ou les pays qui pouvaient donner des grands financements aux organisations de développement humanitaire et autres commencent aussi à réduire les budgets. Et il faut se dire, si c'est pour le cas du Cameroun ou de l'Afrique, il y a d'autres guerres internationales, des crises internationales, comme quelqu'un disait, qui sont plus sexy et qui attirent plus de bailleurs, dont des personnes qui se positionnent. Il y a la crise ukrainienne qui est une grande crise qui mobilise tous les pays.
Il y a le Gaza qui mobilise aujourd'hui tous les pays, mais il y a aussi d'autres pays africains. Si on prend par exemple la RD, la République démocratique du Congo, on prend la Somalie, on prend le Soudan, il y a tellement de pays, de pays en Afrique qui sont aussi en crise, et donc la multiplicité des crises ne facilite pas aussi que les potentiels bailleurs puissent se concentrer seulement dans un seul pays ou dans une seule région comme la nôtre. Et c'est ça qui fait aussi la complexité du défi de financement aujourd'hui. Alors, vous êtes visiblement sans doute inquiète de ce que votre zone d'intervention soit quasiment aujourd'hui oubliée. Je suis très inquiète parce que aujourd'hui, quand vous suivez les médias internationaux, on va vous parler du Nord Kivu, on va vous parler de Ukraine, on va vous parler de Gaza, on va vous parler, mais si on parle même du Cameroun, dans la plupart des cas, on va parler du Nozo. C'est comme si, après 10 ans, même si ça continue, bon, vous pouvez déjà vous gérer. Donc ça, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que quand on voit les personnes qui meurent, même si c'est une personne par mois, c'est important. Une vie humaine est importante. Et quand on voit des facteurs d'autres facteurs qui s'ajoutent, comme les inondations cette année qui ont ravagé, ça inquiète. Et si les gens ne sont pas intéressés à soutenir, ça doit inquiéter, mais ça doit aussi, au lieu d'inquiéter, nous interpeller aussi. Quels sont les systèmes que nous développons en place pour être sûr que nous pouvons avoir des mesures anticipatoires, que nous pouvons avoir des solutions durables qui adressent aussi quelques causes de la crise. Peut-être que nous ne pouvons pas connaître toutes les causes, mais celles que nous pouvons répertorier et connaître, on pourrait aussi développer des solutions durables pour les adresser, afin que nous puissions aussi progressivement sortir de la crise et que les quelques situations qui continuent de survenir soient des situations facilement maîtrisables. Et ça, c'est mon espoir aussi pour cette région, voilà. Alors, il y a sans doute aussi la nécessité de renforcer la coopération entre les organisations de la société civile, renforcer la collaboration pour éviter le piège qu'elle ne se marche dessus, non? Vous savez, il ne faut pas voir seulement négatif ce qui se fait. Pour moi, on peut capitaliser ce qui est positif et développer là-dessus. Bien sûr, il n'y a aucune œuvre qui se réalise par des humains sans qu'il y ait des ratés, sans qu'il y ait des erreurs, sans qu'il y ait du négatif. C'est tout à fait normal. Mais si on se braque seulement, on braque seulement les phares sur ce qui est négatif, la vie va cesser. Oui, bien sûr, on va arrêter de vivre. C'est le peu positif qui nous fait vivre et qui nous fait avancer. Et pour moi, je préfère garder cela. Merci. Se marche dessus parce que elles ont des domaines différents. Oui. Elles ont des secteurs différents. Elles ont des activités différentes. Elles ont aussi des partenaires différents. Elles ont des ressources différentes. Donc, c'est normal et c'est pour cela que la plateforme et d'autres espaces de coordination sont là pour nous rappeler au quotidien que c'est bien ce que nous faisons, c'est positif, mais ce serait bien de nous coordonner. Et c'est là où intervient aussi la question de Nexus et autres. Matou Andou, merci.